Évidemment que je lui en ai voulu, évidemment, que je l'ai tenu pour responsable, évidemment que je me suis dit, «Si je t'avais pas eu, je serais encore entière. Si tu étais pas là, je serais comme avant et je serais pas dans cet état de délabrement, je serais pas dans cet état, psychologique, émotionnel, à pas savoir, ce que va être ma vie, à pas forcément vouloir, vivre comme ça, heu, ouais et c'est ta faute. Tout ça, c'est de ta faute et bien sûr et ça, c'est horrible de penser ça de son enfant. Hello Justine. Salut Tamara! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi méconnu que tabou, le prolapsus. Ce mot ne dit peut-être rien à certaines personnes et pourtant, il concerne bien plus de femmes qu'on ne le pense. On l'associe souvent aux femmes d'un certain âge, alors qu'il peut toucher des jeunes femmes, notamment après un accouchement ou lorsqu'elles vivent avec de la constipation chronique. Après la naissance traumatique de ton fils aîné, marquée par des violences obstétricales, tu découvres seul en regardant ton vagin dans un miroir, parce que tu avais une sensation de tampon mal placé, que tu as un prolapsus. En tout cas, il n'y avait pas ce nom à ce moment-là, mais tu le découvriras plus tard. Face au silence médical, tu te renseignes, t'informes et finis par t'engager pour aider d'autres femmes. Ton parcours, c'est aussi celui d'une reconstruction, apprendre à vivre avec ce nouveau corps, repenser ton quotidien, notamment celui de maman, mais aussi réinventer ta sexualité avec ton conjoint, loin des modèles classiques et patriarcaux. Justine, merci d'être là. Pour commencer, comment vas-tu aujourd'hui? Eh beh, merci déjà de m'avoir invitée et bah, écoute, aujourd'hui, ça va très bien. Tous les jours ne sont pas comme celui-ci, mais aujourd'hui, ça va extrêmement bien après un mois à subir un peu, ma tête et mon corps. Je me remets, doucement dans le bain, des étoiles, viennent, éclairer, ma nuit du mois de janvier et donc aujourd'hui, je me sens, très bien avec, plein de projets et plein d'envies et un corps un petit peu plus apaisé et donc une tête un peu plus apaisée. Et toi alors, comment ça va? Parce que c'est important, on nous pose la question, mais toi? Moi, émotionnellement, c'est pas top. Ces 2-3 derniers jours, on subit pas mal, les colères de notre fille qui a 16 mois maintenant et on est des fois un peu démunis, sur comment l'accompagner, là-dedans. Donc on tâtonne ensemble, mais c'est émotionnellement assez, fatigant et épuisant. Donc voilà avec quoi, je suis aujourd'hui. Le prolapsus, Justine, toi, il est apparu après un premier accouchement difficile. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, mais avant tout nous dire, c'est quoi un prolapsus? J'adore cette question. Très souvent, j'ai un pro la quoi? Alors un prolapsus, finalement, personne ne sait ce que c'est quand on prononce ce mot, mais au final, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde l'a déjà entendu puisque beaucoup plus vulgairement parlant, on appelle ça une descente d'organes. Donc c'est un terme que les gens, connaissent celui-ci, mais qui connaissent effectivement, comme tu l'as très bien dit, pour, leur grand-mère, leurs arrière-grand-mères ou des femmes, très âgées. La descente d'organes, le prolapsus, en fait, c'est un glissement dans le vagin. Là, on parle de prolapsus des organes pelviens. C'est un glissement dans le vagin d'un, 2 ou de 3 organes. Ta vessie, ton utérus ou encore ton rectum. Tu peux avoir un prolapsus d'un de ces 3 organes, de 2 ou de 3. Et pour chaque, prolapsus, il existe 4 stades. Un stade 1 avec ton organe qui va descendre un tout petit peu par rapport à sa position anatomique d'origine. Un stade 2 où il descend un peu plus, un stade 3 où il va être affleurant à la vulve et un stade 4 où il va être complètement extériorisé. Encore une fois, tu peux avoir un prolapsus d'un de ces 3 organes et à des stades différents. Donc le prolapsus, c'est ça. Et comme je disais, il est apparu après un premier accouchement difficile. Est-ce que tu serais d'accord de nous en parler? Oui, alors c'est pas l'exercice le plus facile à faire pour moi, mais je pense qu'il est important de le faire pour toute,
tous en fait, j'allais dire toutes les femmes et finalement les hommes aussi, on est tous concernés. Moi, c'est apparu après la naissance de mon premier enfant, qui s'est passé entre, violence obstétricale et traumatisme, et erreur médicale surtout. Mon fils, ne s'engageait pas dans mon bassin. Du coup, on est allé l'extraire au forceps, ce qui est une pratique que j'ai appris plus tard, qui était une pratique qui n'était pas légale. Et donc, en allant chercher mon fils avec les instruments, on a en même temps embarqué, heu, mes organes. Mmh. D'où le prolapsus, qui en a, découlé. Et à quel moment tu as compris que quelque chose n'allait pas? Je crois que j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais tellement dans la douleur, puisque en plus j'ai accouché, sans péridurale, et puis, tout ça, ça a été très traumatique, donc ça a généré beaucoup d'œdème, de bah, voilà, je vous passe les détails, mais du coup, j'étais très douloureuse et dès que la douleur a commencé un peu à s'estomper, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je savais pas expliquer, mais je savais dire qu'il y a un truc qui cloche et c'est pas normal et on a beau me dire: «Oui, mais c'est normal, la les fuites, l'incontinence en postpartum. Oui, mais c'est normal, votre corps doit se remettre». Je savais qu'il y a un truc qui allait pas et je le sentais, je sentais quelque chose. Là, à cet instant-là, je savais pas vous dire ce que c'était, je savais pas vous dire exactement ce que je ressentais, juste ça allait pas. Il y avait un truc qui était pas normal. Donc j'ai décidé d'aller, prendre un miroir pour aller regarder, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui est pas normal, il faut que j'aille voir. Ce qui peut paraître bizarre mais en vrai, quand vous avez quelque chose qui vous arrive et qui est pas normal, vous voulez aller voir cette zone, techniquement, vous avez pas forcément envie, mais allez la voir, il y a un truc qui va pas, regardons. Et qu'est-ce que tu as vu? Une boule à l'entrée de mon vagin. Enfin, j'ai vu que ma vulve, elle ressemblait plus du tout à ce qu'elle était avant d'avoir donné naissance par voie basse et puis j'ai vu cette boule dans mon vagin et en me disant: «Ça, je suis sûre à 100 ça y était pas avant». Et là, c'est un peu ton monde qui s'effondre quand même. Parce qu'en plus, tu es bourré d'hormones à cet instant-là, donc il faut remettre dans un contexte où tu es extrêmement vulnérable, heu, tu n'as pas le ton quota de sommeil habituel, puisque même si j'avais un bébé qui dormait bien, c'est quand même un bébé qui n'avait que 10 jours, donc quoi qu'il arrive, et et là, je me suis dit: «C'est pas normal, je suis dégoûtante et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que va être ma vie?» Et là, en te le disant à haute voix, je suis en train de me dire: «À cet instant-là, j'ai mis toute ma vie dans ma vulve et mon vagin». Mmh. C'est mais je pense que ma vie, mon corps ne s'est résumé plus qu'à ça et donc pour moi, elle ne valait, plus rien, quoi. Et là commence le truc de: «Plus qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon rendez-vous postpartum, il est que, dans 6 semaines. Heu, bon, ben, je vais aller voir des kinés. Peut-être que ça va revenir normalement, c'est peut-être, normal». Comme c'est quand même des sujets dont on parle très peu, le postpartum, hein. Postpartum, ce que moi je m'étais toujours entendu dire, c'est: «Bon, en postpartum, tu as quelques kilos en trop, des vergetures», et là, à Encore cet des trucs, instant-là, et encore les moi qui trucs avais retrouvé un physiques. ventre plat et pas de vergetures, je me disais: «Mais moi, en fait, on échange les gars. Moi, je veux les vergetures, les kilos en trop, mais enlevez ça». Mais ça, c'est pas possible. C'est intéressant ce que tu racontes. En tout cas, moi, ça m'horripile un peu ce côté où finalement on réduit le postpartum toujours à des choses qui sont reliées au physique Ouais. et qui sont des choses qui sont physiques mais reliées aussi, à la relation aux autres. C'est-à-dire on va nous trouver plus grosses, avec plus de vergetures. Mais quelque part, est-ce que c'est vraiment ça, ce de quoi on souffre quand on est dans un postpartum? Ou c'est une santé mentale précarisée, le manque de sommeil, l'incompréhension sur comment calmer son enfant, le fait de se sentir, isolé, par rapport à la société qui continue de tourner alors que nous, on est chez nous, à changer des couches. Donc, je trouve ça intéressant aussi ce que tu nommes là. Et donc, tu te retrouves avec cette boule dans le vagin. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu dis, je vais aller voir des kinés, mais quelle a été ta première chose? Quelle a été ouais, la première chose que tu as posée pour savoir ce que c'est?
J'ai tapé sous toutes les formes possibles dans Google, boule de vagin. Et il existe beaucoup de façons de le présenter. Je sais sur quoi t'es tombée. Parce que de prime abord, Google ne m'a pas orientée vers les bonnes informations. Aïe. Et donc, oui, en fait, là, je crois que depuis j'en ai parlé avec toi, j'y ai réfléchi et je pense que la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mon mari catastrophé. Et après, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé boule dans le vagin dans tous les sens. Mais j'ai pas tout de suite, je crois que ça m'a mis, quelques semaines avant de, me dire: «Ouais, c'est ça». Je crois que ça m'a bien pris quelques semaines parce qu'entre-temps, hem, comme j'étais complètement incontinente à la maternité, on m'avait dit et puis au vu de comment s'était passé mon accouchement, on m'avait dit de commencer la rééducation du périnée très tôt. Donc ce que j'ai fait, heu, j'ai vu, je crois que dans le 1er mois et demi, j'ai dû voir, 3 ou 4 kinés, 3 ou 4 sages-femmes et tout le monde m'a dit, «Non, non, mais c'est bon, il y a rien, hein, non, mais ça va, non, mais» là, j'étais là: «Mais comment c'est possible qu'on me dise: "Il y a rien"?» alors que, moi, je le vois. Enfin, je le vois, je le sens, je le sais, et puis c'est avec du recul maintenant que je sais et que je comprends mieux. C'est que j'ai toujours été examinée allongée. Moi, quand je regardais, j'étais debout et oui, quand tu es allongée, et du coup, après, je suis allée regarder allongée, qu'est-ce qu'on voit? Mmh. Bah, allongée, tu vois rien, en fait. Il y a pas la gravité. Ah non, tu as pas la gravité et puis si tu es pas sensibilisé au sujet, si tu es pas, et je me rappelle pourtant, à une des dernières sages-femmes que j'ai vues parce que pendant tout ce temps-là, il faut savoir que moi j'étais, je suis partie de chez moi de 3 semaines après la naissance de mon fils jusqu'à ses 2 mois et demi. J'ai beaucoup bougé, j'étais avec mes parents, c'était l'été donc à chaque fois qu'on changeait de lieu de vacances, ma maman me trouvait un nouveau professionnel de santé à aller, consulter. Puis à la fin, au bout d'un mois, 1 mois et demi, je crois, je me suis dit: «Non, mais il faut qu'elle m'examine debout. Je sais que ça va pas. On se voit tous les 2 jours avec cette sage-femme. Elle me dit que ça va. Moi, je suis sûre que ça va pas. Il faut qu'elle regarde debout». Mais personne veut vous examiner debout. Et pourtant, je suis tombée sur des professionnels très gentils, hein, mais pas formés. Pas formés, pas informés. Ils pensent savoir alors qu'ils ne savent pas. Et encore une fois, par contre, je jette pas du tout la pierre. Je veux pas donner cette impression de jeter la pierre aux soignants parce que c'est pas du tout mon intention. Hem mais il faut être lucide sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir et qu'ils doivent accepter aussi qu'ils ne savent pas tout et c'est pas grave, mais d'être capable de le dire. Parce que moi, c'était horrible, quoi. Est-ce que internet t'a permis quand même un autodiagnostic? Ouais, ouais. Par contre, au bout d'un mois et demi, je crois que je me suis dit: «OK, c'est sûr, c'est ça». En fait, là, j'ai fait tout le tour de ce que je pensais qui était possible d'être le bon diagnostic. Là, OK, c'est ça. Enfin, Et ça t'a permis d'aller consulter à ce moment-là les bons professionnels, ceux qui sont spécialisés dans ces questions-là? ouais, du coup, quand on est rentrés, donc mon fils, il avait, 2 mois, quasiment 2 mois et demi. Et là, j'attends en fait, pendant tout le premier temps, je me suis dit: «Je vais consulter personne» parce que j'avais en tête mon rendez-vous de postpartum qui devait avoir lieu 2 mois et demi après. Je m'étais dit: «Mais là, c'est là que je vais avoir ma réponse. C'est là que je vais tout savoir. C'est là que ça va s'éclairer, que» et donc j'avais pas trop cherché plus que ça. J'étais dans ma frustration, j'étais dans ma souffrance, physique, psychologique et tout ça, mais j'avais cette deadline en me disant: «Tiens jusque-là et tu vas voir, si tu tiens jusque-là, c'est gagné parce que les portes vont s'ouvrir à ce moment-là». Et en fait, ça a été une désillusion totale cette, consultation avec, «Votre bébé va bien, vous allez bien, OK, désolé, on aurait eu le temps de mettre de la péridurale, quand vous avez accouché, désolé pour ça. Bon, si dans 6 mois vous allez pas mieux, vous n'avez qu'à aller voir les professionnels concernés. Au revoir, bonne journée». Et là, tu sors de là et déjà, la première chose que je me suis dit, c'est: «Mais c'est qui les professionnels concernés?» Et là, je me suis dit: «OK, bah, va falloir que tu te débrouilles toute seule, hein». Et là, j'ai commencé à taper, je cherchais effectivement, je dis: «OK, il faut que je trouve un gynéco». Et donc je cherchais que des gynécos, qui avaient dans leur description qui traitaient les prolapsus. Et j'en ai trouvé un et j'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous et là, c'est lui,
qui m'a diagnostiqué le prolapsus. Et juste avant, j'en avais vu un autre, qu'un copain, parce que moi, je suis infirmière à la base, donc je connais du monde dans le milieu et je suis en chirurgie, donc je connaissais de pas mal de médecins et donc j'avais été orientée vers un autre qui m'avait dit: «Tiens, va le voir, lui, il est super». Lui, il m'avait donné le diagnostic de prolapsus, mais en disant: «Non, mais ça va passer». Je dis: «OK, ça va pas passer», mais il m'a diagnostiqué un autre truc, parce que, j'ai une élongation du nerf pudendal aussi, donc j'avais des névralgies, pudendales, donc lui, il m'a diagnostiqué ça, je suis restée là-dessus et l'autre que j'ai vu, il me voit, il me diagnostique, il me dit: «Bah, oui, oui, vous avez un prolapsus». Après, il me regarde et il me dit: «Mais madame, est-ce que vous avez vu les femmes qu'il y a dans ma salle d'attente?» Je dis: «Oui» et il me dit: «Mais du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous?» Et là, je me suis dit: «OK, donc en fait, je suis un cas hyper rare dans sa salle d'attente. Il n'y a que des femmes qui doivent avoir en moyenne 80 ans, minimum, qui sont avec des personnes qui les assistaient pour venir». Je dis: «Mais ça m'a, encore plus isolée». Je dis: «OK, j'ai le diagnostic, mais là, maintenant, je suis toute seule. Il me dit qu'il peut rien faire pour moi». Et après, il était cool parce qu'il me dit: «Je vais pas vous laisser comme ça, mais j'ai vu sur internet qu'il existait des PCR, et qu'est-ce que vous en pensez?» Il me dit: «Mais non, c'est pour les personnes âgées, les PCR, vous allez pas mettre un PCR. Bon, bah, vous allez aller voir un gastro, on va discuter de vous en consulte». Je suis partie de là, il était mignon, il me dit: «Bah, du coup, je vous fais pas payer en fait, je vous donne les ordonnances, on parlera de vous, en staff» et je suis sortie de là soulagée et en mode: «Le chemin va être long». Soulagée parce que, OK, quelqu'un m'a dit: «Oui, oui, c'est bien ça, c'est pas dans votre tête, OK. Par contre, question solution là, j'ai pas trop quoi vous proposer». Donc j'étais soulagée et en mode: «Waouh!» Moi, je trouve hyper violent sa question, «Qu'est-ce que vous attendez que je fasse pour vous?» Parce que quelque part, quand tu vas chez un médecin, tu es plutôt en attente que, bah, oui, il soit là pour prendre des décisions, pour t'aiguiller, pour te dire d'aller consulter tel ou tel spécialiste. Et là, il y a vraiment quelque chose qui te renvoie, comme tu dis, à ton isolement, à ton impuissance aussi. Et qui Ouais. te ramène encore une fois à, bah, tu vas devoir te débrouiller toute seule. Ouais, mais avec quoi finalement? Parce que qu'est-ce que j'ai réellement comme information si ce n'est des infos Google, quoi? Et bah, en fait, tu vois, étonnamment, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai pas vécu comme ça parce que alors, je sais pas si c'est une déformation professionnelle d'avoir passé ma vie entourée de médecins, mais j'ai aimé son approche quand même de me dire: «Je ne vous nie pas, je ne nie pas votre souffrance, je ne nie pas ce que vous vivez, mais par contre, c'est vrai que là, moi, je suis un peu démunie». Et ça m'a un peu rassurée en me disant: «OK, il est pas en train juste de me dire, "Ouais, c'est dans votre tête, ça va aller, vous êtes en postpartum"». Il m'a juste dit: «C'est vrai, mais là, je suis un peu démunie, mais je veux pas non plus vous laisser toute seule, donc je vous oriente vers un confrère, donc revenez vers moi quand même, on va vous passer en staff. On sait pas trop, mais vous êtes pas toute seule», même si Mm. je suis quand même un peu toute seule, mais son idée n'était pas de me laisser seule. Donc, tu as quand même senti quelque part qu'il y avait sa présence qui était là. C'est ça, Il il te était là. lâchait pas. Non, OK. c'est ça. Ce qui est très étonnant, c'est que je pense que cet homme gardera, une place très importante dans ma vie alors que je ne me rappelle pas de son nom et je ne l'ai jamais revu. Mais à cet instant-là, je me suis sentie seule en tant que dans ma place de patiente, mais je me suis pas sentie seule au monde, abandonnée comme, c'était le cas, j'ai dit: «OK, j'ai un radeau». Tu vois? Je l'ai vu comme un radeau, comme, un non, même pas un radeau, comme un petit bout de bois en me disant: «OK, c'est pas parfait, mais au moins j'étais en train de me noyer, là, j'ai attrapé un truc». Après, je vais détricoter, je vais en attraper d'autres, mais ouais. Il a reconnu. Il a quand même Bien reconnu. reconnu. Et il a pu te dire justement, toi, quels organes étaient touchés finalement? Est-ce que c'était les 3 ou 1 sur 3, 2 sur 3, tu sais ça? Je crois pas, qu'il m'ait dit, je je me rappelle pas, j'ai même pas relu je crois pas qu'il me l'ait dit et en vrai, c'était pas une question qui m'importait. C'était pas une question qui m'importait parce qu'en fait, j'avais besoin, je pense surtout d'aller déposer mon autodiagnostic et d'être validée dedans. Alors je savais par le gynéco que j'avais vu avant pour la névralgie pudendale qu'il avait noté sur son compte rendu que j'avais un cystocèle, mais je savais que lui, il me dérangeait pas. Parce qu'avec la kiné et tout, j'avais récupéré, j'avais plus d'incontinence et puis c'est
pas là que j'avais cette pesanteur vraiment horrible qui te donne cette impression que tous tes organes vont sortir de ton corps et quand je regardais dans un miroir, c'était mon rectum, clairement, que je voyais. Enfin, je le savais, tu vois? Enfin, tu vas donc j'avais pas besoin de ça, j'avais juste besoin d'être validée dans mon diagnostic. Finalement, pas besoin de plus, d'informations. Donc il me l'a peut-être dit, mais je Et le non, stade, tu ne sais pas non plus? j'ai jamais voulu savoir. Enfin, je l'ai su après, mais ça m'a fait beaucoup de mal de savoir. J'avais besoin de rester un peu dans un petit peu de déni, tu vois? Là, tu es à 1 mois et 2 mois, j'étais à 2 mois et demi, j'avais quand même ou 3 mois, je sais plus. J'avais quand même un petit peu, cet espoir de me dire, «C'est peut-être dans ma tête quand même», tu vois? Heu, ouais, je saurais pas comment l'expliquer parce que le stade, je l'ai su, je l'ai vu écrire noir sur blanc très longtemps après, enfin longtemps après, j'avais déjà eu un deuxième enfant et là, ça m'a fait beaucoup de mal de le voir écrit alors qu'en vrai, il m'a rien appris, je le savais. Mais je sais pas, j'avais ce petit truc de: «Me dites pas en fait, parce que peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que ça va se résorber, peut-être que j'exagère». Tu sais, tu as quand même ce truc de l le prolapsus, c'est un vrai handicap invisible. Je milite, je militerai et j'ai milité pour, le faire entendre parce que ça, les gens veulent pas l'entendre, mais quand tu as un handicap invisible, je vais pas te l'apprendre à toi, on te la société, valide, elle veut te faire croire que, si c'est invisible, c'est que ça n'existe pas et donc c'est quand même que c'est dans ta tête. Parce que si c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Comme si, et du Mmh. coup, j'avais un peu envie de me dire, «Ouais, ça existe pas, c'est dans ma tête». Mmh. Il y a vraiment quelque chose, qui est souvent assez douloureux du fait de voir écrit ce qu'on a, même quand on le sait. Moi, c'est Ouais. quelque chose que, j'ai déjà vécu aussi, notamment le fait que je sais que je vis avec un syndrome de stress post-traumatique complexe, je le sais tout à fait, mais quand je vois que ma psy l'écrit noir sur blanc, ça me fait toujours quelque chose. Alors que j'en ai totalement conscience et je sais pas, il y a quelque chose qui se réveille qui est différent finalement. Bah, ça essaye de ça te sort un peu de ton déni, quoi. Ouais, mais c'est même pas un déni, mais ça vient, il y a le Stempel, tu vois? Genre le Ouais. tampon. Ah non, mais oui, c'est vrai, parce que je sais que quand j'avais vu ce document, quand j'ai vu ce compte rendu avec le stade écrit, je suis sortie de là en pleurant, mais toutes les larmes de mon corps. Je me rappelle avoir appelé ma maman et pleurer, pleurer, pleurer et d'ailleurs, je suis incapable de le dire à haute voix, tu vois? Et pleurer, pleurer, pleurer et elle me dit: «Mais Justine, tu n'as rien appris». Je dis: «C'est vrai, mais je l'ai vu. C'est vrai, j'ai rien appris, mmh, mais je l'ai vu écrit noir sur blanc Mmh. et je voulais pas». Tu évoquais tout à l'heure, tu parlais du PESER. Ouais. Alors, je veux bien qu'on aille un peu plus en profondeur de ça. Donc, tu as dit à ce médecin, il existe un PESER, est-ce que ça pourrait Mmh. m'aider? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est comme dispositif médical et comment toi, il t'aide aujourd'hui? Parce que je sais, moi, maintenant, que c'est quelque chose que tu utilises dans ton quotidien. Alors, il faut, pour faire un tout petit point en amont, si tu me permets, faire un petit point sur les options de traitement quand tu souffres d'un prolapsus. Quand tu souffres d'un prolapsus, tu vas avoir 2 2 voies vers lesquelles t'orienter. Sachant qu'en France, la Haute Autorité de Santé a émis des recommandations depuis 2021. Soit tu vas t'orienter vers des mesures qu'on appelle conservatrices, donc là, qui vont avoir pour but de maintenir ton état et de diminuer tes symptômes, qui sont les mesures de première intention. Si tu as essayé, exploré, utilisé toutes ces mesures conservatrices, que rien ne te soulage et que ta vie est un enfer, tu peux t'orienter vers, des mesures non conservatrices qui vont être la chirurgie. Mais qui a, sa balance bénéfice-risque comme toute chirurgie et donc qui pour moi est vraiment l'option de dernière intention, mais qui malheureusement encore aujourd'hui est souvent proposée beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, par manque du coup d'informations sur toutes les options qu'on peut envisager. Dans ces options, dites conservatrices, tu vas avoir en première intention, première chose qu'on va t'envoyer faire de la rééducation abdominopelvienne. Rééduquer ton périnée. Mais là, on va te dire pour un prolapsus, bah, il faut, muscler ton périnée. C'est un peu bullshit en fait, il faut bien s'imaginer que ton périnée, j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas très exact, mais souvent les gens se l'imaginent comme un hamac et qui va être maintenu par des ligaments. Si tes ligaments, ils ont rompu ou ils ont été étirés,
Tu peux muscler autant que tu veux, heu, ça va pas refixer et ça va pas remonter tes organes. C'est un peu comme si, quelqu'un qui s'était sectionné le tendon d'Achille, on lui dit: «Ah Mmh. muscle ton mollet et tu vas voir», bah non, en fait, il est lâché, il est lâché. Et c'est pour ça qu'on parle de rééducation abdominopelvienne parce que très important de muscler ces abdominaux profonds qui vont, en se musclant, permettre de remonter un petit peu, de permettre de tenir droite et remonter un petit peu tes organes. Bien sûr, tes organes ne retrouveront jamais leur place, c'est juste, les relever un petit peu pour diminuer cette sensation de pesanteur. Première intention, voilà. Ensuite, tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques, comme tu l'as dit très justement, lutte contre la constipation plus, 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 plus. Et puis, utiliser la bonne posture aux toilettes, s'hydrater correctement, enfin tout ça. Et enfin, le PCR. Le PCR, c'est un dispositif médical que tu insères en intravaginal, qui va avoir pour objectif de maintenir tes organes dans une position la plus physiologique possible et comme ça, de te permettre de soit ne plus avoir des symptômes dans le meilleur des cas, soit en tout cas les diminuer grandement et te permettre d'avoir des activités, lambda, j'ai envie de dire, sans avoir cette sensation que, dès que tu vas bouger ton corps, tes organes vont tous se faire la malle et en allant aux toilettes, tu vas retrouver: «Oh mon rectum, ma vessie, mon utérus dans ma culotte, qu'est-ce que j'en fais maintenant?» Voilà, donc ça, c'est le PCR. Il existe plein de formes, plein de tailles et c'est difficile de trouver le sien. Et ça a donc une fonction qui est mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'enlèves, tu ressens les Oui, symptômes, oui, comme avant. oui. Ah oui, oui, ça ne traite que le symptôme. C'est ton Doliprane de quand tu as mal à un mal de tête, tu vois? C'est ton pansement sur un bobo. Ce n'est que fonctionnel, ce n'est que pour retrouver, une fonctionnalité dans ton périnée. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de mettre ce PCR? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Alors, tout en sachant que moi, j'utilise des PCR, mais je n'ai pas encore trouvé le modèle qui me convient tous les jours et voilà. Donc j'en utilise plein. Là, tu vois, j'ai encore fait plein de tests, lundi. Heu, mais ce que ça m'a apporté, c'est un confort de vie, c'est, une diminution de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on me demande: «Mais qu'est-ce que tu fais avec ton PCR que tu ne fais pas quand tu n'en as pas?» Je porte mes enfants. Parce que si je n'ai pas de PCR et que mes enfants me demandent de les porter, je sais que derrière, je vais le payer et surtout et j'arrive pas à être pleinement dans, je suis en train de te porter, et de profiter de ce moment, qu'on a tous les 2. C'est je suis en train de te porter, mais je suis en train de me dire que j'ai pas envie de te porter parce que là, comme je suis en train de te porter, mes organes, ils aiment pas, mon périnée, on est en train de l'abîmer. Est-ce que je suis en train de me tenir correctement? Est-ce qu'ils vont pas descendre? Est-ce que finalement, si on va marcher, je vais pas me retrouver avec mes organes dans ma culotte? Est-ce que ce soir, je vais pouvoir, aller boire l'apéro avec les copains, sans avoir, ma tête, qui tourne en rond sur: «Mais où sont mes organes? Mais non, mais j'ai abîmé mon périnée. Non, mais ma vie, ça va être quoi? Non, mais après, je pourrais pas aller jouer avec mes enfants. Non, mais» tu vois? Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête. Ta tête, elle part en wouh, en fusée et tu peux plus l'arrêter. Donc ce que je fais, c'est porter mes enfants, sans trop de culpabilité. Et j'imagine que tu peux porter du coup, tes courses, Non, pas mes courses. OK. En fait, j'ai aussi accepté et ça, c'est un peu dur, mais j'ai accepté de renoncer à certaines choses et c'est OK pour moi maintenant. J'ai accepté que, de jamais porter le cosy de mes enfants. J'ai jamais porté un cosy. Mais j'ai accepté de plus porter les packs de lait, les packs d'eau, j'ai accepté de faire ça. J'ai accepté, de faire mes courses autrement, je fais mes courses au quotidien où je commande et je me fais livrer et quand c'est livré, ça reste dans l'entrée jusqu'à ce que mon mari y rentre, et qu'il les range. Enfin, j'ai accepté plein de choses. Tu as adapté. J'ai adapté, en fait. Et puis avec le temps, je trouve les adaptations qui te conviennent, tu vois? Là, typiquement, c'était très drôle, j'ai enregistré une vidéo, pour Instagram où, d'un truc qui a changé mon quotidien et qui paraît stupide, hein, mais bon, ça fait déjà un moment, mais j'ai acheté un aspirateur sans fil. Parce que, on avait comme, beaucoup un aspirateur traîneau et je ne pouvais plus passer l'aspirateur. Me baisser, porter l'aspirateur, me baisser pour le brancher, le tirer,
c'est devenu infernal. Et ma vie en était devenue infernale parce que je focalisais sur ce truc-là. Attends, ah, mais c'est sale par terre, et là, je peux pas le faire. Et donc, il faut que j'attende mon mari. Mais en plus, la culpabilité. Lui, il est au boulot toute la journée. La première chose que je vais lui sauter dessus en rentrant quand il rentre à 20h, j'attends, il faut que tu passes l'aspirateur, là. C'est Mmh. dégoûtant. Mais je trouve bien que tu relèves le fait que des fois, il y a des aménagements qui sont tout simples, mais qui changent drastiquement le quotidien Ouais. et qui mettent à l'écart aussi une certaine anxiété parce que finalement, ne pas passer l'aspirateur peut réveiller plein d'autres choses. C'est pas juste je passe pas l'aspirateur. C'est que ça pose des enjeux, des questionnements, comment on se sent avec soi-même, la confiance en soi, la relation au couple. Ça met plein de choses en perspective. Alors que, voilà, pour toi, avoir acheté un aspirateur sans fil, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, c'est ça a tout changé. Et puis, les gens te disent, ouais, mais tu vois, il faut avoir les moyens pour acheter un aspirateur sans fil. Mais je préfère clairement sacrifier une semaine de vacances pour mon aspirateur sans fil que de partir en vacances et de me rendre malade tout le reste de l'année parce que je peux pas passer l'aspirateur. Ça, c'est comme la chirurgie, c'est des balances bénéfices-risques. C'est ça. Est-ce que là, justement, tu aurais un ou deux autres conseils à donner qui semblent simples et basiques, mais qui finalement ont changé pour toi beaucoup de choses? Ouais. Ouais, j'ai quelques trucs comme ça qui ont tout changé dans ma vie. Bon, mon aspirateur sans fil, mais surtout, et c'est un achat, mais pourtant tout con, j'ai acheté un petit marchepied pliable. Donc pour les toilettes, parce que pour ceux qui ne savent pas, par pitié, allez aux toilettes, allez à la selle en surélevant vos pieds, en mettant vos pieds sur un petit tabouret pour que vos genoux soient un tout petit peu plus haut que votre bassin, et ce qui permet une vidange complète du rectum et de lutter notamment contre la constipation, les hémorroïdes et les problèmes et protège votre périnée. Et donc j'avais acheté ce petit marchepied pliable, et en fait, il ne me suit partout chez moi. Je le prends pour vider mon lave-linge, par exemple. Parce que pour vider ton lave-linge, finalement, c'était plus possible non plus. Me baisser comme ça, me baisser, me relever, me baisser quand, tu sais pas encore bien gérer tes pressions intra-abdominales, tu pousses dans le mauvais sens, donc et bah, du coup, maintenant, j'ai mon petit marchepied, je le pose et je m'assois. Et je l'ai partout. Il est partout. Je vais quelque part et j'ai mon marchepied, je le déplie, je m'assois. Pour mes enfants, hop, je m'assois. Pour mes enfants, on m'a beaucoup demandé: «Mais comment tu fais pour les porter, pour aller sur pour les changer, pour, les faire manger et tout?» Ah, mais moi, j'ai tout adapté. En fait, c'est soit je me mets à la hauteur de mes enfants, soit ils arrivent eux-mêmes à se mettre à ma hauteur. La table allongée, dès le plus jeune âge, je leur apprends à l'escalader. Donc ils escaladent la table allongée pour, monter, et là, mon dernier qui a 14 mois, il arrive à l'escalader, mais il n'arrive pas encore à se hisser jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai juste à l'aider en lui tenant les fesses, et il me finit de monter. Pour manger, il a une petite table à sa hauteur et une petite chaise à sa hauteur. On fait tout à sa hauteur et je m'assois à côté de lui. Enfin, c'est tout, et pareil pour le changer si, il y a sinon, s'il veut pas escalader, c'est pas grave, on se met par terre. Enfin tout, il met des culottes et pas des couches-couches, alors qu'il a 14 mois parce que, il peut le faire debout, et pour un pipi, il suffit de lui enlever et il enfile sa culotte. Enfin, il y a plein de trucs. Ça montre aussi à quel point on est des fois figé dans des certaines normes et façons de faire. Je pense à la table allongée, c'est intéressant parce que quelque part, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une table allongée? Et je pense qu'il y a plein de cultures ou de pays où la table allongée n'existe même pas. Moi, Moi, j'ai ça a plein de été une copains qui en question. ont. Mmh. J'ai un copain qui m'a dit: «Dans ma vie, je suis chirurgien, jamais je n'aurai de table allongée pour mes enfants, c'est trop dangereux». Donc c'est vraiment des histoires de perception. C'est ça, c'est ça. Et moi, c'est une question que je me suis aussi posée avec ma fille quand les tangages sont super forts et que c'est plus simple pour moi d'être vers le sol ou simplement, bah, je la changeais sur un lit, sur le canapé. Tu vois, j'avais mon petit serveur boy, on l'appelle avec mon mari, mais ce petit truc à roulette où dedans il y a tout, il y a les couches, Ouais, les j'ai un linges, tout panier ça. comme ça qu'on amène partout avec un linge qu'on met par terre pour, faire, office de on avait un panier comme ça que je Mhm. trimballe. Mais tu vois, ça montre aussi, tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à cette société hyper capitaliste qui te vend aussi énormément de matériel de bébé qui doivent ressembler à telle ou telle chose. Il faut avoir telle table à manger, à langer, pardon. Il faut les servir dans telles assiettes, leur donner tel truc pour boire. Et finalement, des fois, de simplement aussi remettre en question ce qu'on fait et se dire, mais à quel point c'est pas que purement des choses qui sont marketing et quel sens elles ont vraiment dans un quotidien avec un enfant. Ah oui, oui, ça c'est Mais vrai, hein.
T'as dû Mais je avoir pense, un travail, excuse-moi de te couper, t'as dû avoir un énorme travail de déconstruction aussi de tout ça. oui, oui, mais alors finalement, ce qui a été le plus dur, c'était pas vraiment ma déconstruction autour de comment je voulais faire avec mes enfants. Enfin quoique, si en fait, si. Si, sur plein de trucs parce que notamment je me rappelle, ce truc de: «Il faut porter vos enfants, si vous faites pas de portage, vous êtes une mauvaise», enfin grosso modo, moi je voyais ça comme ça: «Si tu fais pas de portage, tu es une mauvaise mère, tu vois? Tu créeras pas le lien d'attachement, tu» et donc avant la naissance de mon aîné, j'avais acheté tous les moyens de portage qui existent sur terre et j'ai rien pu utiliser. Là, j'étais là: «Mais je suis une mauvaise mère, parce que je peux pas le porter en fait». Donc on n'a pas ce lien d'attachement, en plus je l'allaite pas, donc on m'a dit: «Vous ne voulez pas le meilleur pour votre enfant, et vous déléguez les biberons». Je waouh et donc tu sais, oui, donc j'ai dû un peu me déconstruire jusqu'à ce que, je sais pas, il y a un truc qui me saute aux yeux et je me dise: «Mais en fait, toutes ces normes sociétales, moi je les ai, mais mon fils, sa seule norme finalement, enfin c'est moi, hein. Il a pas d'autres normes que moi». Donc lui, il s'en fout un peu de, comment je l'amène du point A au point B, il s'en fiche un peu. Qui lui donne à manger tant qu'il mange, il s'en fiche un peu, qui lui change sa couche, il s'en fiche un peu. Enfin lui, il veut juste et où est-ce qu'on lui change sa couche, tant qu'il est au sec, qu'il ait été changé à l'arrière sur une banquette de voiture ou, sur une table à langer tartinée chocolat à 1 200 balles, lui ça change pas grand-chose à sa vie. Donc moi c'est juste j'ai eu besoin d'avoir ce déclic de il a pas de normes sociales. Lui, il a que moi comme norme sociale. Donc si moi je suis pas OK avec ce que je fais, lui il va forcément le ressentir. C'est Mmh. pas la norme sociale qu'il va ressentir, c'est mon état d'esprit et donc j'ai essayé de sortir de ça, mais c'est pas toujours évident, hein, mais et puis j'avais la chance d'avoir un mari qui était grave cool et qui me suivait, tu vois? Surtout, non, ce qui était dur, c'était plus, quelle image je renvoie à la société en tant que mère et maintenant je m'en fiche un peu. Peut-être la thérapie aussi a aidé. Qu'est-ce que tes enfants, ils comprennent de ce que tu vis? Heu, je sais pas trop, mais je sais qu'ils comprennent que je vis un truc. Je sais pas s'ils s'imaginent pas que c'est toutes les mamans comme ça d'ailleurs, hein, mais ils savent que, enfin l'aîné en tout cas parce que le second il est tout petit, il est petit, il sait pas encore trop, mais mon aîné, lui, il sait qu'il y a un truc, il sait que je peux pas toujours le porter et il est assez drôle parce que, quand, cet été à un moment il me dit, «Maman, est-ce que tu as mis ton pétard?» Et je lui dis: «Ouais mon chat, pourquoi?» Il dit: «Bah, tu peux me porter alors». Qu'il est malin. Et là, il y a pas longtemps, on va dans à la pharmacie chercher je sais plus quoi et puis il avait son vélo et il me dit: «Non mais maman, je veux tu portes mon vélo, j'ai pas envie, je veux pas le porter». Je dis: «Écoute mon chat, c'est pas possible là, tu vas porter ton vélo, je ne peux pas le porter à la maison». Il dit: «Pourquoi, tu as pas mis ton PCR?» Je dis: «Oui, c'est ça». Donc déjà, il t'affiche dans la pharmacie, mais bon, il y a peu de monde qui sait ce que c'est un PCR, donc voilà et après il me regarde, il me dit: «Maman, j'aime pas quand tu mets pas ton PCR». Ah, c'est chou, hein, cette compréhension, Mais incroyable. non, mais tu vois? Et c'est mignon et lui, c'est un truc, je sais qu'on m'a déjà pas mal dit, «Mais pourquoi tu lui parles de ça? Il est tout petit, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne?» Mais je lui explique pas, il est pas là quand je le mets, quand je le retire ou voilà, il me dit: «Où est-ce que tu mets ton PCR?» Je le mets dans mon bidou, il a 3 ans, il a pas besoin de savoir, voilà, mais en fait, il y en a tellement qui traînent dans la salle de bain, tu vois? J'ai envie que ce soit normal, j'ai pas envie qu'à 8 ans, enfin, j'ai envie que ce soit un truc normal pour lui et d'ailleurs, le matin, des fois, il est drôle en ce moment, il est dans son délire de: «Maman, mets des robes, mets des jupes parce que comme ça, tu te tournes comme une princesse». Et des fois, le matin, il me dit: «Maman, j'aimerais bien que tu mettes plutôt le rose parce que moi, je préfère le rose» ou «Je préfère que tu mettes le rond jaune. Ah non, mais plutôt aujourd'hui, tu veux pas mettre le carré qui est bleu?» Pour Mmh. lui, c'est un accessoire, comme, me dire, «Mets cette jupe-là aujourd'hui, maman». Je suis pas Enfin, hyper d'accord avec les personnes, qui te disent que enfin, qui questionnent le fait que tu en parles avec ton fils, parce que je fais partie des gens qui sont persuadés que les enfants, ressentent finalement, ce qu'on vit et j'ai l'impression que toi aussi et que plutôt que la situation, 100 kilogrammes devienne encore plus un tabou et plus tard, créer des problèmes, dans la famille et ben, de l'évoquer et de le normaliser, le banaliser, ça crée presque plus tard peut-être même un non-sujet finalement.
Bah, en fait, c'est exactement ce que je dis toujours, c'est que je pense que c'est plus facile de traiter un non-sujet qu'un sujet. Donc j'aime bien dire ça parce que une fois que tu en as fait un non-sujet, et puis c'est surtout s'adapter aux questions de l'enfant. Je vais pas répondre à des questions qu'il ne me pose pas. Ce n'est pas on va s'asseoir dans un canapé pour que je lui explique: «Alors mon amour, maman elle a un prolapsus». C'est un peu de ta faute en plus, hein. Tu vois? Et puis c'est ça et puis tu veux que je te montre comment ça se passe? Enfin, tu sais, c'est pas ça, c'est juste, il voit ça, bon bah, c'est la vraie vie, il y a ça dans la salle de bain et puis quand je lui dis: «Je peux pas te porter, j'ai pas de PCR» et c'est quoi un PCR? Bah, c'est ça, c'est ce qu'il y a là. En fait, je réponds pas à des questions qu'il me pose pas, mais s'il me pose la question, je vais pas lui mentir en fait, parce qu'après il faudra que je me dépatouille du mensonge que je lui aurais inventé. Des fois, je m'en souvienne et que je m'en dépatouille. Puis quelle confiance? Tu brises pas enfin, je sais pas, est-ce que tu brises pas une confiance? Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec le mensonge, moi, en tant que personne, alors, j'ai un peu du mal à voilà, Est-ce que tu lui en as voulu à ton fils? bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est dur. Ça, c'est ultra dur. Évidemment que je lui en ai voulu, évidemment, que je l'ai tenu pour responsable, évidemment que je me suis dit, «Si je t'avais pas eu, je serais encore entière. Si tu étais pas là, je serais comme avant et je serais pas dans cet état de délabrement, je serais pas dans cet état, psychologique, émotionnel, à pas savoir, ce que va être ma vie, à pas forcément vouloir, vivre comme ça, heu, ouais et c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute et bien sûr et ça, c'est horrible de penser ça de son enfant et mon amour, si un jour, tu entends ça et que tu as 20 ans et que bien sûr que je sais que c'est pas ta faute, tu vois? Mais ça, c'est un travail à faire mais c'est bien de le reconnaître aussi qu'on et après, j'ai appris, mais avec la thérapie, avec mes thérapeutes, que s'il fallait en vouloir à quelqu'un, c'était à l'équipe médicale, pas à lui, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu cet accouchement, traumatique, traumatisant, erreur médicale et tout le tralala, mais en fait, lui aussi. Lui, il est né, avec une trace de forceps sur l'œil et quand je lui ai demandé: «Mais attendez, c'est normal?» On m'a dit: «On s'inquiétera s'il ouvre pas les yeux». Enfin, lui aussi, je pense que je suis intimement convaincue que la naissance, ça peut être quelque et je le vois avec mes 2 enfants qui ont eu des naissances très différentes et aujourd'hui, ils sont très différents. Je pense qu'il a ses propres traumas là-dessus. Alors on ne croit pas forcément, bon: «Oui, c'est un enfant, tu peux» moi, je crois que, il est arrivé au monde de façon extrêmement violente et j'avais en plus cette culpabilité de me dire: «Et puis en plus, je t'ai tenu pour responsable et sur toi, quoi tu vas te construire, quoi». Bon, c'est un petit garçon hyper heureux, épanoui, très drôle et on s'aime d'amour, mais ouais. Toi, la manière de traverser tout ça, c'est de t'être entouré de thérapeutes, c'est ça? Ouais. Moi, la manière d'avoir traversé tout ça, c'est déjà de, ne pas en avoir fait un tabou. Heu, avec mon mari, on a tout de suite formé équipe et donc du coup, nous, la parentalité a été extrêmement douce par contre et d'en parler, enfin, d'être entourée de personnes qui étaient OK et qui savaient s'adapter à mes limites sans jugement et de créer ma team. Enfin moi, ouais, créer ma team, vraiment te créer une team, de professionnels de santé, et une boîte à outils de trucs qui vont t'aider en fonction de ton état du moment. Parce qu'il y a des journées qui passent, des journées qui sont horribles et accepter de vivre dans cette fluctuation parce que, tu as et ta team et ta boîte à outils à côté. Sachant que cette team, heu, j'aime bien et j'aime pas quand on me dit ça. On me dit: «Ouais, mais toi, tu as de la chance». En fait, j'ai pas de chance, hein, enfin, je veux dire, aucun des professionnels de santé de ma team n'est un jour venu sonner chez moi: Mmh. «Ding dong! Alors j'ai appris que vous n'alliez pas trop bien Justine et dites-moi ce que je peux faire pour vous, je suis pro et expert dans le domaine». Ça ne s'est pas passé comme ça ne Ça s'est se pas passé construit. comme ça. Une team, ça se construit. C'est ça. Ça se construit, donc j'aime pas trop ce truc de chance parce que j'ai l'impression que ça minimise les efforts aussi que j'ai déployés pour la constituer. Mmh. Et en disant ça, je veux pas du tout, dénigrer ceux qui ont pas encore réussi à la constituer, hein, après, j'ai dans les efforts que j'ai déployés pour la constituer, j'ai peut-être eu,
de la chance sur certains trucs, tu vois, ou enfin un coup de bol, où les étoiles se sont alignées. J'aime pas trop ce mot de chance en règle générale. Je suis pas certaine que la chance, ça existe. Beaucoup de femmes ont peur que le prolapsus affecte leur sexualité. Est-ce Ouais. que c'est le cas? Euh, oui et non. Ah, alors, on commence par le oui ou par le non? Celui que tu préfères. Mais moi, en tout cas, j'ai une phrase de toi qui résonne où tu disais comment je peux éprouver du désir sans Oui. me sentir désirable. Et je me demande si c'est pas une porte d'entrée. C'est une très bonne porte d'entrée et c'est exactement la réponse à mon oui et non. En fait, euh, tout dépend comment tu envisages ta sexualité. Si tu dis que, est-ce que ça a un impact sur ta sexualité? Parce que souvent les remarques de femmes que j'ai, c'est mais euh, comment est-ce que je vais faire pour que mon conjoint, mon partenaire, ne se rende pas compte? Et en fait, du coup, décident de baser leur sexualité sur ce rapport à l'autre. Alors, tout de suite, je vous donne tout de suite une info primordiale, les mecs ne se rendent jamais compte. Parce que, on est souvent dans des positions où la gravité t'aide beaucoup et voilà et voilà. Oui, à partir du moment où, effectivement, toi, tu te trouves dégoûtante, toi, tu ne te sens pas désirable, comment est-ce que tu peux renvoyer ce truc-là, c'est ça, comment tu peux désirer quelqu'un et renvoyer une image de toi désirable si toi, tu te désires déjà pas, en fait? Donc sur le papier, le prolapsus empêche pas du tout la sexualité. Le prolapsus peut n'avoir zéro impact sur ta sexualité. Dans les faits, il faut te réapproprier ton corps, il faut accepter que, moi j'ai adoré, un jour je l'ai lâché comme ça alors qu'avec mon mari on parle beaucoup, enfin, il y a pas de sujet tabou et on est très ouverts et mais j'avais jamais osé lui dire: «Mais je me sens dégoûtante en fait». Et puis lui, il me disait tout le temps: «Mais tu sais, moi je vois pas la différence» et en fait, on s'entendait pas dans ce qu'il disait parce que moi, je disais: «Je me sens dégoûtante», lui, il me disait: «Je ne vois pas la différence» et moi, quand il me disait: «Je vois pas la différence», je dis: «C'est pas le problème que tu vois ou tu vois pas la différence. En fait, je m'en fous que tu vois pas la différence. Moi, je te dis que je me sens dégoûtante» et lui, il pensait me dire: «Mais je vois pas la différence, donc en fait, si tu te dis que tu te sens dégoûtante, c'est que tu te sens dégoûtante vis-à-vis de moi et moi, en me disant ça, je veux te dire que tu alors que le sujet était pas là et un jour, je lui dis: «Mais en fait, j'attends, je me sens dégoûtante et puis là, comment tu peux me désirer effectivement parce que là, tout va rien va au bon endroit. Moi, je peux pas me désirer. Et il me dit: «Mais Justine, en fait, tu es pas dégoûtante, juste tes organes, ils sont plus à la même place. Mais ils étaient là avant, ils sont encore là maintenant. Ils ont juste changé d'endroit. Point». Là, je lui dis: «Ah bon, c'est juste comme ça que tu le vois?» «Bah oui, tu veux que je vois ça comment autrement?» Et ça pa c'était tellement je sais pas, il m'a dit ça de façon tellement naturelle, non sujet. Alors que moi, j'étais tellement en mode: «Moi, j'ai mon rectum qui sort par le vagin, mais tu te rends compte, c'est dégoûtant». Enfin, elle me dit: «Non, en fait, c'est ta paroi de ton vagin, elle était déjà là, hein. Elle a juste changé de place, mais elle était pas plus dégoûtante, enfin». Mmh. Là, tu te dis: «OK, donc le travail à faire, il est juste sur moi» et parler, 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 voir, réadapter, et je trouve que, bah, j'ai on a créé une sexualité vachement plus épanouissante parce qu'on était dans finalement, j'avais pas l'impression, mais je me suis rendu compte qu'on restait quand même dans une sexualité très patriarcale, hétéronormée, centrée sur la pénétration, alors que, on pensait ne pas l'être, tu sais, très, heu, préliminaire. Mais ce que j'aime pas, préliminaire, pénétration, enfin, c'est genre, intro, sujet, conclusion, fin du débat, bonne nuit, c'était mignon. Ah, mais finalement, c'est simplement des gens qui sont littéraires! Ça va, tu C'est des littéraires, ceux qui sont, pénétrocentrés. vois? Pourquoi remettre en question la littérature? Ouais, non, mais c'était vraiment ça. Et on avait une sexualité très épanouie pour autant, tu vois? Mais je me rappelle, j'ai une sage-femme en postpartum qui m'a dit: «Vous savez, vous devriez écouter l'épisode du podcast Les coups sur la table sur la pénétration, c'est très intéressant» et je l'ai écouté, je l'ai fait écouter à mon mec et je me suis dit: «Mais c'est exactement ce que ça que je pensais, mais on l'avait pas vu comme ça et puis, là, je me sens pas» tu vois? Je me sens dégoûtante donc pour y revenir, je pense qu'il vaut mieux, puis je sais pas, on a discuté et on a une
enfin, je sais pas comment dire. Donc non, le prolapsus n'empêche absolument pas d'avoir une sexualité épanouie. Par contre, il demande de revoir, notre rapport à notre corps, de revoir notre rapport à la féminité, en fait. Qu'est-ce que c'est d'être féminine, finalement? Qu'est-ce que c'est d'être une femme? Qu'est-ce que enfin, puis je te dis ça de façon hyper, enfin hyper, comme si c'était hyper facile pour moi, ce qui n'est pas le cas parce que là, je suis en obsession de: «Je veux une vaginoplastie». Ma tête me dit, «Je veux une vaginoplastie, il faut refaire faire ton vagin et tout» et en fait, je me dis: «Mais non Justine». Tu vois? Mais ouais, ouais. Justement, tu évoquais la chirurgie tout à l'heure. Est-ce que c'est une option pour toi, actuellement? Oui. Actuellement non, bah, je pense que je finirai par, m'y orienter, mais pas maintenant. Pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai encore envie j'ai un dernier désir de grossesse et que c'est pas compatible avec, la chirurgie. Hem Et puis parce qu'en ce moment, on est en plein scandale sanitaire autour des prothèses utilisées, sur cette chirurgie-là et que j'aimerais bien laisser un petit peu encore, les laboratoires, évoluer, sur le sujet et que de nouvelles, techniques opératoires, soient mises en œuvre avant de passer sur le billard. Mais oui, 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 j'ai pas j'ai je oui, oui, j'irai. Je me ferai opérer, oui. Heu, Après, voilà, pas tout de suite aussi parce que, aujourd'hui, on tend quand même à penser que le prolapsus, c'est, le le développement physiologique de la femme, qu'on finira toutes avec un prolapsus. La question est de savoir est-ce qu'il va être symptomatique ou pas. Il y a des femmes qui vont avoir des prolapsus aussi avancés que le mien et qui n'auront zéro symptôme et dans ces cas-là, c'est pas un handicap. Le handicap, c'est juste si ça freine ta vie, ton quotidien, si ça a un impact perpétuel sur ta qualité de vie et tout ça, mais donc du coup, en avançant, bah, notre peau se détend, on le voit bien, on a des rides, la peau qui tombe un peu plus, tes organes, c'est pareil et je veux pas me faire opérer tout de suite parce que je sais que ça ne va même si je fais tout pour, ne pas aggraver le cas, ça va quand même avancer et c'est une chirurgie qui est assez one shot et donc plus tu la fais tôt et moins tu auras d'options thérapeutiques derrière si ça récidive. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ce prolapsus? Je je pense. Bon, dans mon cas, ne pas avoir, été confrontée à une erreur médicale aurait été un moyen très efficace de l'éviter. Mais je pense qu'il y a des moyens de l'éviter et il y a des moyens de faire en sorte que même s'il arrive, le minimiser et tout de suite savoir quoi faire pour qu'il impacte pas ton quotidien, pour qu'il n'en arrive pas au stade d'impacter ton quotidien. Et ça, dès le plus jeune âge et ça va être vraiment très tôt, apprendre à aller aux toilettes. Enfin, tu vois, savoir qu'aux toilettes, apprendre à nos enfants à aller aux toilettes. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas, tu vois? Nos enfants, on leur apprend à aller aux toilettes sur le pot et donc là, ils sont dans une position physiologique. Après, on les fout sous des toilettes avec des jambes qui pendent et pas du tout relâchées et du coup, ça impacte forcément ton périnée. Faire pipi en squat, genre, oui, c'est pas propre, on fait pipi en squat, mais en fait, tu détends pas les muscles de ton périnée, donc tu vas pas vidanger complètement ta vessie, donc forcément, tu as un impact sur ton périnée. Traiter la constipation. En fait, ce n'est pas normal d'être constipé. Il faut arrêter de dire: «On est une femme, c'est normal, 80 des femmes sont constipées». Je te coupe juste, Justine, parce que tu parles souvent de cette histoire de constipation et de toilette, mais parce que qu'est-ce que ça peut amener? Alors, en fait, il f ce serait plus facile à comprendre avec des schémas, mais grosso modo, quand, tu, es constipé, c'est-à-dire que ton ampoule rectale va, va stocker des sels que tu ne vas pas tout de suite réussir à éliminer et donc rien que ça, tu appuies en appuyant sur ton ampoule rectale, tu appuies sur ton périnée et donc tu l'abîmes. C'est comme si tu mettais une pierre sur un muscle et tu la laisses, tu vas forcément abîmer ce muscle qui est quand même élastique. Quand tu es constipé et que donc tu pousses sur tes muscles, donc tu abîmes tes muscles. Donc pareil, le risque, c'est encore une fois d'abîmer, souvent c'est le muscle releveur de l'anus et donc du coup, tu abîmes ton périnée. Quand tu, vas aux toilettes en squat, tu ne relâches pas tout à fait tes muscles fessiers, tu ne relâches pas tout à fait tous les muscles qui participent à être ton périnée et donc du coup, tu ne peux pas vider complètement ta vessie. Donc déjà, tu as un gros risque d'infection urinaire, à certaines répétitions et ne relâchant pas tes muscles,
tu les abîmes. Parce que tu leur demandes d'être relâchés, enfin, tu leur demandes de faire une action qui doit normalement être mise en œuvre quand ils sont relâchés, mais toi, tu les contractes. Tu prends plus de risques à faire pipi en squat pour ton périnée qu'à t'asseoir sur la lunette des toilettes publiques. Mmh. Donc il y a quand même un travail d'éducation en Et amont bien sûr. qui peut être fait. Ah oui, et puis savoir gérer nos pressions intra-abdominales, tousser quand tu tousses. Il faut s'imaginer que, donc c'est comme si tu avais un caisson. Quand tu tousses et que tu vois, tu appuies souvent les femmes qui te disent, qui ont accouché, «Je tousse, j'éternue, je me fais pipi dessus». Là, c'est un problème de caisson abdominale, c'est-à-dire que les pressions, tu es poussé quand tu tousses, quand tu éternues, tu pousses vers le bas. Mais il faut apprendre à pas tousser vers le bas pour ne pas appuyer sur ton périnée et l'abîmer. Et il faut apprendre à tousser en te tenant bien droite, en te tenant droite, ton ventre, il se rentre et pas il sort. Pas non plus à rentrer le ventre parce que si tu rentres le ventre, ça va faire l'effet, d'une bouteille d'eau. Tu prends une petite bouteille d'eau qui est pleine, tu appuies dessus en plein milieu, bah, tu as de l'eau qui va sortir par le haut et de l'eau qui va sortir par le bas et bah, tu fais ça à ton périnée, en fait. C'est comme si tu poussais tes organes en bas, tu as toute l'eau qui sort et bah, tu as tous tes organes qui veulent partir vers le bas. Donc c'est de l'éducation, c'est vraiment, c'est au-delà de la rééducation, mais même des femmes en postpartum, on va pas faire de la rééducation du périnée. On va faire de l'éducation du périnée, on y connaît, enfin, Mmh. on le connaît pas notre périnée. Moi, j'ai le souvenir que cette expérience, elle t'a amené à re-questionner aussi, ta profession ou en tout cas, vouloir te reformer. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, alors moi, à la base, je suis, infirmière, de bloc, puis j'ai pris un poste d'encadrement un peu après parce que je pouvais plus être au bloc et puis finalement, je me suis rendu compte que, il fallait que je fasse une croix sur ma carrière professionnelle en tant qu'infirmière, hospitalière, enfin dans les blocs opératoires. Je pouvais plus faire ça et puis c'était plus en accord avec qui j'étais et donc j'ai décidé de me réorienter et donc je cherche un peu ma voie. Je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais, mais j'ai l'intime conviction que je vais au bon endroit et mon objectif, ça va être, ce que je voudrais, c'est, je me suis formée dans le coaching, dans la psychologie positive. Là, je me forme pour devenir, je retourne à la fac pour devenir sexologue et mon objectif, ça va être d'aider les femmes à se prendre en soin, heu, à ce qu'on crée ensemble des programmes qui seront adaptés pour elles, individuellement, à se prendre en soin, comment elles vont pouvoir créer leur team, comment elles vont pouvoir adapter leur quotidien, comment elles vont, tout en ayant en accent beaucoup parce que je pense que c'est une grande partie du traitement, en accent beaucoup sur l'importance de la santé mentale, qui pour moi est 80 du traitement, pour te permettre d'avancer, en fait et ce que je veux dire aux femmes quand on me dit, mais la psycho le psychologue, le psychiatre, le coach, il me refera jamais me remonter mes organes et puis si tu dis et puis c'est pas dans ma tête. Ah mais ça, je suis 100 d'accord. Aucune thérapie, aucun coaching, aucune prise en charge, autour de ta santé mentale ne fera remonter tes organes. Par contre, elle te permettra d'entrer dans la résilience. Par contre, elle te permettra de te rendre compte que tu n'es pas qu'un périnée. Par contre, elle te permettra d'accepter qu'il y a des jours qui seront horribles, mais que ces jours horribles ne définissent pas le reste de ta vie. Ça ne veut pas dire que pendant une semaine, c'est ultra dur et que ta vie va être ultra dure tout le reste de ta vie. Par contre, ça te permettra d'apprécier les journées où tu as pas de symptômes et de te dire: «En fait, c'est cool, en fait, je» ça te permettra, d'apprendre à être heureuse, peu importe l'état de ton corps, en fait. Ta joie, ton bonheur ne va pas, être défini n'a pas besoin d'être défini par la souffrance de ton corps. Mmh. Est-ce qu'on peut déjà suivre un bout de ton travail que tu as amorcé à certains endroits, notamment sur Instagram ou LinkedIn? Alors, il faudrait que je m'y mette plus, mais oui, déjà un peu sur Instagram. Instagram, alors sur 2 choses, parce que ce que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai créé la première association de patientes en France de lutte contre le prolapsus des organes pelviens, donc POP France. Donc on peut suivre cette association, bah, sur, POP France, sur Instagram et surtout, à côté de ça, j'ai ouvert un compte Instagram qui s'appelle Justine Pop Mom, le POP, donc prolapsus des organes pelviens et mom parce que je suis la merveilleuse maman de 2 petits garçons et où là, j'essaye de partager, ma vie, mes tips, mes trucs et astuces et un peu de psychologie positive et de montrer comment est-ce qu'on peut entrer en résilience et à quel point la résilience, ce n'est pas arrêter de se battre. La résilience, c'est juste, arrêter de se battre contre notre corps, mais se battre avec lui pour aller plus loin et ça, j'y crois profondément
Enfin, ouais, je suis intimement convaincue et j'ai décrété d'en faire mon cheval de bataille, votre ce n'est pas dans votre tête, mais votre tête peut vous aider à aller plus loin avec votre corps. Super. Moi, Justine, j'arrive sur les 2 dernières questions de fin. Est-ce qu'avant ça, tu as envie de rajouter quelque chose? Ah non, moi je pourrais parler pendant 1000 ans, donc il faut s'arrêter à un moment. Non, je crois que j'ai dit l'essentiel, si ce n'est que je voudrais vraiment que toutes les femmes qui souffrent de prolapsus, qui ont souffert de prolapsus, qui souffriront de prolapsus, soient intimement convaincues, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas dégoûtantes, que c'est des femmes magnifiques, merveilleuses et surtout que je les vois, je les entends et c'est pas dans leur tête. Alors, tu as déjà répondu à une des 2 questions. Alors, je vais sur la dernière. Quel super pouvoir ce handicap invisible t'a amené? La résilience et je crois que ça, c'est l'adaptabilité. En fait, il m'a amené plein de non, je peux pas répondre à cette question parce qu'il m'en a amené plein. Il m'a amené le super pouvoir d'adaptabilité. Il m'a amené le super pouvoir d'être moins impactée par le regard des autres, en fait. Je veux dire, c'est pas grave. Tant pis pour eux, finalement. C'est eux qui passent à côté de la personne extraordinaire que je suis et pas l'inverse. Mmh. Mmh. Ouais, il m'a amené plein de super pouvoirs. La résilience, je trouve que la résilience, là où je l'avais lu, étudié et tout et j'étais là: «Ouais, c'est un super concept», mais en fait, c'est pas un super concept, c'est un super pouvoir. Vraiment un super pouvoir Mmh. que Merci. j'aimerais permettre à tout le monde d'acquérir et la résilience, ça veut pas dire que tous les jours c'est facile, parce que ça, c'est pas vrai. Mmh. Merci Justine pour ton témoignage. Avec plaisir, merci à toi.